Les guides spirituels de l'homme et de l'humanité par Rudolf Steiner. Avant-propos de l'auteur. J'ai condensé dans les pages qui suivent les conférences que j'ai données à Copenhague en juin dernier. Ces conférences ont été prononcées devant un auditoire familier, avec l'enseignement de l'anthroposophie. Elles supposent cette connaissance préalable. Je m'y réfère sans cesse aux principes posés dans mes deux ouvrages, Théosophie et Sciences occultes. Le lecteur à qui cet écrit tombera entre les mains, avant qu'il soit au courant de l'ensemble des idées anthroposophiques, pensera qu'il a affaire à une œuvre étrange et de pure imagination. Mais les ouvrages que je viens de citer renferment les bases scientifiques de tout ce qu'avance cet opuscule. J'ai révisé entièrement le compte-rendu sténographique de mes conférences. Et pourtant, en les publiant, j'ai eu l'intention de leur conserver le caractère du discours parlé. Je mentionne cette intention, parce qu'en règle générale, mon idée est que les ouvrages destinés à la lecture exigent une forme tout autre que ceux qui doivent seulement être exposés oralement. J'ai observé cette distinction pour tous mes autres écrits, quand ils étaient destinés à la publication. Mais ici, si je me suis tenu plus près de la parole, c'est parce que j'ai des raisons de vouloir faire paraître cette étude dans le moment présent, et qu'une transformation conforme au principe que je viens d'indiquer m'aurait pris beaucoup trop de temps. Rudolf Steiner, le 20 août 1911. Chapitre 1. Lorsque l'homme entreprend de se connaître soi-même, il découvre qu'en dehors du moi que constituent ses pensées, ses sentiments et ses volontés conscientes, il porte en lui un second moi, plus fort que le premier. Il se rend compte qu'il est soumis à ce second moi, ainsi qu'à une puissance supérieure. Au début, ce moi lui apparaîtra comme un être supérieur au moi qu'il embrasse de toute son âme pleinement consciente, incliné vers tout ce qui est bon et vrai, et il cherchera à dompter cet être intérieur. Un examen plus profond de soi-même fera connaître à l'homme ce second moi sous un jour nouveau. Quand on soumet souvent son existence passée, avec tout ce qu'on a vécu, à un examen rétrospectif, on fait une découverte singulière. Et cette découverte apparaît sans cesse de plus en plus importante, à mesure qu'on avance en âge. Lorsqu'on se demande « qu'ai-je fait ou dit à telle ou telle époque de ma vie ?», on constate que l'on a fait une foule de choses dont le sens n'apparaît que beaucoup plus tard dans l'existence. On a fait des choses, il y a 6 ou 7 ans, il y a peut-être 20 ans, dont on se dit avec certitude « c'est maintenant seulement, longtemps après, que mon intelligence s'est élevée jusqu'à la compréhension de ce que j'ai dit ou fait à cette époque ». Beaucoup d'hommes ne parviennent jamais à ces découvertes, parce qu'ils ne s'en avisent pas. Mais il est extraordinairement fructueux de faire souvent ces voyages d'exploration dans sa propre âme. Car lorsque l'homme se dit « j'ai fait des choses dans les années passées que je commence à comprendre maintenant seulement », mon intelligence n'était pas mûre alors pour les comprendre. Au moment même où l'homme fait cette découverte, son âme est traversée par la sensation suivante. Il se sent comme blotti dans le sein d'une bonne puissance, qui règne dans les profondeurs de son être. Il commence à avoir une confiance de plus en plus assurée dans cette vérité, que dans le sens le plus haut du mot. Il n'est pas seul au monde, et que ce qu'il comprend, ce dont il a conscience n'est, à vrai dire, qu'une toute petite part de ce qu'il accomplit dans l'univers.
Si l'on renouvelle fréquemment cette observation, on fera passer dans la pratique de la vie une vérité qu'il est aisé de connaître théoriquement. Théoriquement, il est aisé de comprendre que l'homme n'irait pas loin dans la vie s'il devait faire tout ce qu'il fait en pleine conscience, par la décision d'une intelligence attentive à peser tous les détails. Pour vérifier immédiatement ce principe, il suffit de se livrer aux réflexions suivantes. À quel moment de sa vie l'homme accomplit-il les progrès les plus essentiels pour sa propre existence ? À quel moment travaille-t-il avec la plus grande sagesse à sa propre évolution ? C'est assurément entre sa naissance et le moment le plus reculé où puisse atteindre sa mémoire. Lorsque plus tard il regarde en arrière, vers les années écoulées de son existence terrestre, songez à ce que vous avez fait quand vous avez 3, 4 ou 5 ans, et remontez toujours plus haut. Vous arriverez à un moment précis de votre enfance, au-delà duquel le souvenir ne pénètre pas. Ce qui s'est passé avant ce moment, vos parents ou d'autres personnes pourront vous le raconter, mais votre mémoire personnelle ne va pas plus loin qu'un certain point. Ce point est aussi le moment où l'homme a commencé à prendre conscience de son moi. Chez tous les hommes, dont la mémoire ne dépasse pas l'étendue de la vie normale, cette barrière existe nécessairement. Or, c'est avant ce moment que l'âme humaine a accompli dans l'homme même les œuvres de la plus parfaite sagesse. Et plus tard, l'homme, qui aura accédé à la pleine conscience, ne pourra jamais réaliser en lui des progrès aussi grandioses, aussi décisifs que dans les premières années de son enfance, alors qu'il tirait ses inspirations des profondeurs inconscientes de l'âme. On sait que l'homme apporte à sa naissance, dans la vie physique, les fruits de ses existences passées. Lorsqu'il vient au monde, son cerveau physique est encore un instrument très imparfait. L'âme doit élaborer dans ce cerveau toute l'organisation minutieuse et délicate qui lui permettra de répondre à toutes les impulsions psychiques. En réalité, la force animique, avant d'être consciente, triture le cerveau physique pour en faire l'instrument capable d'être le siège des facultés. Dispositions et caractères qui sont les propriétés de l'âme en vertu de ses incarnations passées. Ce travail de l'âme sur son propre véhicule est dirigé par des vues plus sages infiniment que tout ce que l'homme pourra accomplir plus tard dans la plénitude de sa conscience, bien plus. Pendant cette période de son enfance, l'homme ne se contente pas de façonner son cerveau. Il lui faut encore apprendre 3 choses de la plus haute importance pour son existence terrestre. La première est d'orienter son véhicule physique dans l'espace. C'est là une acquisition à laquelle l'homme ne prend plus garde présentement. Elle constitue pourtant une des différences essentielles entre l'homme et les animaux. L'animal est prédestiné à équilibrer d'une manière définie sa position dans l'espace. Tel animal est obligé de ramper, tel autre de nager. Il est par avance organisé de telle sorte qu'il trouve d'emblée le mode de locomotion qui lui convient dans l'espace. Et cette spontanéité persiste jusqu'aux mammifères les plus semblables à l'homme. Si les zoologistes réfléchissaient davantage sur ces conditions, ils s'attacheraient beaucoup moins à souligner les similitudes de tels et tels os ou muscles entre l'homme et l'animal. Car cette similitude a beaucoup moins d'importance que le fait que l'homme n'est pas organisé pour trouver spontanément sa position d'équilibre. Il faut qu'il l'établisse par un entraînement de tout son être. C'est une transformation capitale pour l'homme que de s'élever de la condition d'un être incapable de marcher